Bien, nous lançons ce troisième pitch solution de la journée sur le thème biodiversité et écosystème. Je suis Hubert Vialat, journaliste, et j'ai le plaisir d'animer cette petite séquence qui va être courte, hein, mais très instructive de 30 minutes. On remercie le partenaire des pitch solutions de cette journée, le Crédit Agricole du Languedoc, et le Village Baïséa. Donc 3 entrepreneurs pour en parler. Benoît Gilman, qui est déjà à côté de moi, PDG et fondateur de BioUV à Lunel. BioUV qui est spécialisé dans le traitement de l'eau par rayons UV, ozone et électrolyse du sel. Qui est coté en bourse, qui emploie 160 salariés pour un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Monsieur Gilman, vous êtes aussi vice-président du pôle de compétitivité Aquavalais en charge des PME et de l'action ingénierie financière. Raphaël Gaillard, Monsieur Gaillard, bonjour, prenez place où vous le souhaitez. Vous êtes président cofondateur de Watertrax. Vous avez mis au point un robot sous-marin qui réalise de façon écologique, qui retire de façon écologique les sédiments dans les barrages hydroélectriques. Vous nous expliquerez tout ça. Watertrax, c'est, je crois, 15 salariés pour un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Et Nicolas Condon, bonjour Monsieur Condon, vous êtes président cofondateur de Ecofilae, créé en 2009, déjà une belle longévité. C'est une société qui dispose d'une expertise dans le domaine de l'économie circulaire de l'eau, un enjeu d'actualité, en particulier pour la réutilisation des eaux usées traitées, la gestion des eaux et les sols salés. C'est 12 salariés pour un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros. Vous pouvez prendre les micros qu'il y a face à vous. Voilà, prenez celui-là, Monsieur Gaillard. On va commencer avec vous, Monsieur Gilman. J'ai décrit votre activité vraiment dans les grandes lignes. BioUV, vous faites quoi? C'est bon. Bonjour à tous, merci. Alors BioUV, donc créé il y a 22 ans, on a commencé par le traitement des piscines sans chlore. Donc on était déjà dans l'environnement depuis un moment. Éviter de rejeter de la chimie et d'utiliser la chimie. Et puis après, on a évolué vers tout un tas d'applications, toujours avec la techno UV. Traitement des tours aéro-réfrigérantes, traitement des eaux potables, de l'eau usée, réutilisation de l'eau usée. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais on a commencé bien avant. Et avec notre ami Nicolas, qui vous en parlera tout à l'heure, qui est un expert dans le domaine. Et puis voilà, on a été sur beaucoup de choses, plutôt respectueuses de l'environnement. On parle d'aquaculture, on parle de traitement des aquariums aussi, c'est plutôt la partie récréative. Ensuite, il y a 3 ans, on a fait l'acquisition de la part de Suez, d'une société qu'ils avaient en Écosse, qui produit des systèmes de désinfection par ozone. Et puis, au mois de novembre de l'année dernière, la société Corelec, proche de Toulouse, qui, elle, fait de l'électrolyse de sel, qui est l'application, le procédé le plus utilisé, en dehors des galets de chlore, dans les piscines résidentielles. Voilà, donc ça fait pas mal de choses. Alors, comment il y a plusieurs technologies, donc comment et sur quel marché vous les déployez? Quelles sont les applications? Alors, il y en a 2 principales. Il y a terrestre voilà. Et maritime. Voilà. Alors, le maritime, en fait, on a été sur un marché très spécifique qui est le traitement d'eau des ballasts de bateaux. Le crabe bleu, ça vous dit quelque chose? Le crabe bleu, il a été amené sur nos côtes par des bateaux, par des ballasts. Les ballasts, ce sont les réservoirs qui, sur les gros bateaux, permettent d'équilibrer le bateau à la charge. Donc là, maintenant, il y a une législation internationale, il y a même une double. Il y a ce qui concerne le monde entier, sauf les États-Unis, puis les États-Unis a fait sa propre réglementation. Bref, il faut être doublement certifié. Donc, il faut traiter l'eau à bord des bateaux. Quand vous êtes dans le port A, vous devez filtrer, désinfecter votre eau de façon à ce que quand vous allez rejeter l'eau dans le port B, au moment du déballastage, vous rejetiez une eau conforme. C'est donc une obligation de résultat. Ça, c'est le maritime. Et on est en plein dans l'environnement, on est en plein dans le respect, etc. Le sujet des espèces invasives, c'est un énorme sujet. Il y a pas mal d'écosystèmes dans le monde qui sont complètement morts à cause de ça, dont les Grands Lacs américains, pour prendre un site connu. Et puis après, on a notre activité terrestre. Et là, sur l'activité terrestre, il y a tout un tas de domaines de désinfection. Je vais citer nos 4 axes stratégiques. La réutilisation de l'eau usée, on va en reparler largement tout à l'heure. Le process industriel et les rejets industriels. Donc, on retombe en partie quand on retraite les rejets pour remettre dans la boucle du process. C'est également de la réutilisation d'eau usée. L'aquaculture, qui devient un énorme sujet.
Et puis, enfin, sujet et potentiel. Et puis le récréatif, qui est un très très gros marché, donc piscine privée, piscine publique, aquarium. Le potentiel de croissance pour BioUV est considérable, vu le manque d'eau qui se profile, qui est déjà là, mais qui se profile. Alors, on a de quoi s'occuper, effectivement, à la fois en croissance organique et en croissance externe. Ce qui est certain, et ce qui est déplorable et triste, c'est qu'on commence à parler en France des problèmes de manque d'eau, alors que j'ai entendu dire pendant 30 ans au ministère de la Santé, je nommerai personne, nous dire qu'en France, il n'y a pas de problème d'eau. C'est comme ça ça s'appelle de la prédiction et de l'anticipation. En l'occurrence, on y est. Et encore en France, c'est plutôt, entre guillemets, moins pire que dans pas mal d'endroits. Il y a toujours 1 milliard de gens qui n'ont pas d'eau potable. Il y a toujours 3 milliards de gens qui sont proches d'une eau usée qui n'est pas retraitée, donc tout à fait dommageable pour la santé. Et puis voilà. Je voudrais juste, pour citer peut-être un peu le débat, sur 100% d'eau sur Terre, soit 97% n'est pas utilisable ou quasi pas utilisable. C'est l'eau des océans et des mers. Parce que le dessalement d'eau de mer n'est pas une solution généralisable. Trop énergivore, trop de passes, etc. Bref, sur les 3% restants, donc qui nous servent à tous, 70% c'est l'irrigation, 20% c'est l'industrie et 10% c'est le reste. Donc vous voyez le sujet, d'accord? Et aujourd'hui, on est plusieurs, et Nicolas pourra en parler aussi. On est en phase entre des industriels, entre des utilisateurs, entre des collectivités et la FNSEA, donc les agriculteurs, pour faire tout ce qui est possible pour réutiliser l'eau usée. Sauf que, et le sauf que, je laisserai Nicolas en parler. Donc vous voyez, c'est des sujets sur lesquels on est assez combatif, voire presque militant. On n'est pas dans l'écologie politique, on est juste dans apporter des solutions à de vrais gros sujets. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de langage où on emploie des grands mots, on emploie, oui, toutes les sociétés sont maintenant très, très respectueuses et tout, mais en fait, les sociétés avec un grand S, hein, mais en fait, voilà, c'est quoi les solutions et quand est-ce qu'on avance et quand est-ce qu'on nous libère les choses. Et là, je pense aux réglementaires et je pense à l'administration, notamment en France. Après, il y a d'autres pays où ça avance plus vite. Du type, par exemple Au Maroc, par exemple, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, en Australie, à Singapour, au Japon. Voilà une short list. Ok. L'impact de BioUV sur vous en avez un peu parlé, vous pouvez détailler peut-être l'impact de BioUV, votre contribution pour le monde de demain. Il n'y a pas de chimie. Alors nous, nos procédés, généralement, sont sans chimie ou moins de chimie ou peu. Donc ça, déjà, c'est vraiment... notre ADN, on n'aime pas la chimie, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé BioUV à l'époque, pour un besoin personnel, ma fille qui faisait de l'eczéma, pour ne pas se baigner dans une piscine avec du chlore. Donc ça, déjà, pas de chimie. Ensuite, nos technologies, notamment les UV, ne sont pas énergivores. D'accord? Donc c'est très important. C'est pas très compliqué à installer, et la maintenance c'est à un coût assez raisonnable. Donc il y a une espèce d'enchaînement de choses qui font que c'est une technologie qui n'était pas connue et qui n'est peut-être pas encore assez connue, mais qui, il y a 20 ans, franchement, je pensais être un ovni, quoi. Je me disais, il y a un truc, je dois faire une erreur. Et puis finalement, bon, là, ça y est, ça commence. Et vous êtes 160 salariés, là, à ce jour, et en bourse. L'effet, peut-être un dernier point, Monsieur Gilman, sur l'effet réseau, ici, à Montpellier, dans l'Hérault, vous êtes vice-président du pôle Aqua Vallée, il y a une filière de l'eau très active à Montpellier. Merci mille fois pour cette question. Donc historiquement, il y avait déjà un cluster qui s'appelait Sphelia, où il y avait 120 entreprises de l'eau qui marchaient bien pendant un certain nombre d'années, dans les années 2006-2010. Puis après, on a fait la fusion avec le pôle eau, le pôle de compétitivité. Ce pôle eau est devenu le pôle Aqua Vallée. C'est 400 entreprises en Occitanie, une partie en PACA et puis dans d'autres endroits. Et effectivement, il y a tout un effet réseau à la fois avec les universités et les laboratoires. Il faut savoir que la plus grande crédibilité sur la communauté de l'eau en France est ici. Je dis bien ici, Montpellier, sur le plan de laboratoire et université. Avec le centre UNESCO, j'ai oublié le nom. Avec Eric Servat qui a essayé de fédérer l'ensemble des laboratoires. C'est totalement remarquable. Et puis après, il y a énormément d'entreprises crédibles.
certes des grands groupes, mais je peux vous dire qu'il y a un tissu de TPE et PME qui bossent super bien, qui sont très très crédibles, avec des bonnes solutions. Et par contre, il y a un hiatus. C'est que la communauté financière, c'est-à-dire les fonds d'investissement, les investisseurs, ne mettent pas assez d'argent sur la thématique eau, au sens large. C'est extrêmement dommage. Je ne développe pas. Si on a le temps, on y reviendra peut-être. On peut revenir dessus tout à Voilà. l'heure. D'accord, merci Monsieur Gilman. Pour Watertrax et Ecofilae, messieurs Condon et Gaillard, c'est ça. Tout simplement, est-ce que vous pouvez présenter votre activité rapidement, votre activité respective? Oui. Bonjour à tous. Watertrax est une société qui développe, fabrique et exploite des robots subaquatiques pour faire des travaux sous l'eau à destination des énergies renouvelables. Donc voilà comment on se présente sur notre site internet. Le robot dont je vais vous parler aujourd'hui particulièrement, il s'appelle Nessie. Et pour comprendre à quoi il sert, je vais vous décrire quand même rapidement la problématique à laquelle il s'adresse. C'est le gros sur la photo. En fait, ça s'adresse à l'hydroélectricité, qui est, on le rappelle encore une fois aujourd'hui, la première des sources d'énergie renouvelable. Et pour fabriquer de l'hydroélectricité et stocker aussi l'eau qui servira à cette énergie, on a construit des barrages. Et ces barrages stoppent l'eau, donc stoppent l'écoulement de l'eau. Ils ne stoppent pas que l'eau, ils stoppent aussi les sédiments qui sont naturellement en suspension dans l'eau. Le gap se situe au moment où l'eau repart, parce qu'à ce moment-là, les sédiments restent et s'amoncellent derrière les barrages, donc viennent prendre de la place de stockage dans les réservoirs, viennent créer un petit désordre écologique par trop forte concentration de sédiments et un autre petit désordre écologique à l'aval, parce que ces sédiments manquent à l'équilibre en fait, de l'écosystème dans les cours d'eau à l'aval des barrages. Voilà. Alors on comprend maintenant à quoi s'adressent nos robots. On a fait des gros robots de piscine qui vont, à l'échelle de la piscine dans laquelle ils vont évoluer, pomper les sédiments et les restituer de façon écologique et respectueuse des équilibres, notamment de dilution, etc., de concentration, dans les cours d'eau à l'aval des barrages. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure. D'accord. Et qui les commande, ces robots? Enfin, c'est des opérateurs qui sont sur la rive qui sont... Alors, par définition, un robot, c'est robotisé. Oui, mais il y a une assistance, j'imagine. Ouais. En vrai, il y a des gens derrière, sinon on s'ennuierait. Mais donc, il y a des gens au bout d'un fil dans une cabine qui sont en train de les téléopérer, en tout cas superviser sur site aujourd'hui et demain certainement à distance depuis un poste de contrôle à distance mutualisé sur plusieurs robots dans l'Europe. D'accord, merci. Nicolas Condon, pareil, présentez votre activité. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais me lever si vous permettez. Ce que je me dis, levez-vous, présenter mon activité, faire le jeu, pourquoi, ma méthode, mon techno, en fait, finalement, on n'a rien à vendre. J'ai plutôt envie de vous parler de nous et de vous parler du sujet, en fait, qui est la réutilisation des eaux. Alors, je vous ai amené ici une bouteille d'eau quasi remplie, il y a 1 litre. Hein. En fait, c'est les eaux de ma douche de ce matin, enfin 1 litre des eaux de ma douche. Vous allez me dire pourquoi il a ramené 1 litre des eaux de la douche. La bouteille n'est pas d'origine, je ne la fabrique pas chez moi. Et en fait, cette eau, elle est très très précieuse. Déjà, elle est précieuse parce que sans doute tout le monde a pris une douche ce matin, quasi. Et personne n'a sauvé son litre d'eau de douche. Moi, je l'ai sauvé. Et dans 2 jours, toutes ces eaux de douche qu'on a prises ce matin se retrouveront au large de Palavas, ce qui est très bien. Moi, je fais la nage en mer dimanche. Je vais nager dans les eaux. Alors, ça s'en va très loin pour être excessif. Et évidemment, c'est traité par une station d'épuration. Bon, cette eau-là, en fait, c'est juste les eaux, en gros, qui m'ont servi à me laver, donc l'eau hygiénisante, quoi. Mais en fait, dès qu'elle passe dans le siphon, cette eau, ça devient une eau usée. En fait, si je vous demande, alors je ne sais pas, il n'y a pas forcément des Montpelliérains, mais quand on fait beaucoup d'interventions dans les écoles d'ingé de Montpellier, on leur dit, mais bon, ça fait 3 ans que vous êtes là, en fait, d'où vient l'eau? Alors déjà, c'est compliqué, même Touzard, de savoir d'où vient l'eau ici. Mais où va l'eau? Où va vos eaux usées? En fait, elles vont dans une station et elles vont dans la mer. Et donc, en fait, à l'échelle de la France, ça, là, ce phénomène, alors c'est facile d'illustrer ça par Montpellier parce qu'on a une station d'épuration effectivement qui rejette dans la mer. On a ça à Perpignan, on a ça à Toulon, on a ça à Cannes, on a ça à Royan, on a ça à La Rochelle, on a ça à Dunkerque, enfin bref. Et on a aussi des grosses stations qui rejettent dans le Rhône, la Seine, etc. Et en fait, en France, on réutilise à peu près 0,3% des eaux qu'on a traitées. Et en fait, la seule chose qu'on ne réutilise pas quand on prend un peu de distance, je suis sûr que vous réutilisez vos papiers, votre verre, vous faites du compost chez vous peut-être, ou moi dans mon bâtiment, j'ai fait acheter plein de composteurs.
En fait, il y a un truc qu'on ne recycle pas, c'est l'eau. Et Benoît le précisait, en fait, l'eau, c'est quand même l'essentiel de la vie, de l'agriculture. Et avec des eaux usées traitées, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer de la valeur, on peut faire du verre, on peut alimenter les zones humides, on peut irriguer les rails du tram qui sont irrigués à l'eau potable à Montpellier, en partie. C'est pas une critique sur Montpellier. C'est juste, je dis qu'on a des usages de l'eau qui sont finalement incroyablement décalés par rapport à la réalité et qu'effectivement, il y a une possibilité de recycler ces eaux. Vous pouvez recycler ces eaux, si on avait l'autorisation, pour faire du flush de toilettes. On n'a pas besoin de mettre de l'eau dans les toilettes. Bon, ben, le premier dossier, voilà, c'est ce qu'on fait. Nous, on essaie de rendre ça possible. Et on a créé une boîte innovante, du coup, il y a 12 ans, pour pousser ça et rendre possible ces choses-là. Et donc, voilà, on a fait les premières tomates irriguées avec des eaux usées traitées, c'est Saint-Jean-de-Corny, en France. La première balayeuse qui tourne avec des eaux recyclées, c'est à Cannes. Le premier golf créé sur la réglementation, c'est Toulouse. Le premier dossier de demande d'autorisation en France sur la nouvelle réglementation, c'est Murviel et Montpellier, dont Madame Touzard. Excusez-moi, en quoi consiste votre alors, solution, votre technologie? Voilà, alors on n'a pas de technologie. Justement, on n'a pas de technologie, c'est ça qui est pas mal, c'est que la technologie est quand même la source de pas mal de maux qu'on essaye de réparer maintenant. Donc, la technologie, c'est super important, ce que tu développes, Benoît, dans ta boîte, c'est super important, si elle est mise avec un bon usage et un bon objectif. Donc nous, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, ok, on va sur un territoire, prenons toute la Corse. Regardons où sont les potentiels de réutilisation d'eau dans la Corse. Est-ce qu'on peut le réutiliser de la bonne façon, avec des valeurs économiques, sociales, de la création de valeur, etc. Et de mettre ensemble, c'est pas nous qui allons réutiliser, on serait bien arrogant de penser ça, de mettre les collectivités qui, elles, ont une injonction, une demande, ont envie, de mettre les usagers qui, généralement, ont besoin d'avoir davantage d'eau ou autant d'eau dans les périodes de crise, et de mettre les gestionnaires d'eau, finalement, ensemble, autour de projets de bons scénarios, et de les pousser jusqu'à des pilotes et jusqu'à la mise en place de projets qui nous permettent d'atteindre un objectif qui est de multiplier les eaux recyclées en France et en Europe. Vous pouvez nous donner des exemples? Alors, je peux vous donner des exemples. Par exemple, sur des golfs, des jardins partagés, l'irrigation de vignes. Enfin, voilà. Je flèche un peu les exemples. Alors, je veux dire 3 exemples peut-être très différents les uns des autres, mais qui peuvent vous toucher. Alors, du plus loin, les golfs, c'est facile. Mais le golf de la Grande Motte, ça consomme 350 000 m3 d'eau. 350 000 m3 d'eau, ça commence à faire. Ça, aujourd'hui, là, on a à peu près produit 60 000 équivalents de cette bouteille qui vont être mis dans la Méditerranée. Vous voyez, c'est à peu près 15 piscines olympiques, genre Antigone. Donc en fait, le golfe de la Grande Motte prend des eaux du Rhône, pour le coup, et on se dit, est-ce qu'il y a un intérêt à connecter, c'est la station d'épuration de la Grande Motte, une station de haut niveau, qui produit de l'eau qualité eau de baignade. Et en fait, cette eau est perdue dans l'eau salée à jamais. Donc l'idée, c'est je prends l'eau de la station de la Grande Motte et j'économise de l'eau qui vient du Rhône qui va permettre d'aller irriguer plus loin d'autres cultures. Ça, c'est l'exemple 1. Exemple 2 qui nous tient vraiment à cœur, parce que c'est une petite commune qui est au nord de Montpellier, qui est à Saint-Jean-de-Corny, où le jardin partagé du village qui s'est mis en place, en fait, va être irrigué avec les eaux de la station d'épuration, filtre planté de roseaux pour ceux qui connaissent, des solutions naturelles, désinfectées après avec des technologies, tout ça est bien contrôlé évidemment. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que les habitants produisent leurs propres tomates grâce à l'eau. En gros, c'est, alors j'avais dit, de la cuvette à la fourchette, c'est pas très ragoûtant comme ça, mais c'est l'idée. C'est extrêmement satisfaisant de savoir que l'eau qui est sortie de ma douche, justement, est allée produire les tomates. Et un troisième exemple que l'on peut donner, toute la Corse, on se dit bien en Corse, il y a des problèmes d'eau, à quel endroit il faut aller faire ces projets-là? Et effectivement, on a des méthodes qui permettent à un moment donné de dire, ok, à Porto-Vecchio, vous avez un projet qui est là, qui serait viable, parce que économiquement, socialement, vous pouvez créer de l'emploi, environnementalement, vous allez réhabiliter une zone humide, et vous n'allez pas perdre cette eau qui va filer dans la mer. Merci, Monsieur Condon. Monsieur Gaillard, pour WaterTrax, le déploiement du robot Nessie, donc, il tourne où, ce robot? Je crois qu'il y en a plusieurs qui tournent d'ailleurs. Déjà, ce robot, on a eu la chance de le développer, non pas en partant d'une idée, mais en partant d'un besoin, et dans le cadre d'un partenariat d'innovation avec EDF. Et EDF a exprimé un besoin et a fait un appel à partenariat, et puis on a pu développer, nous, cette technologie pour répondre à ce besoin. C'est ça qui a fait que on était sûr de répondre à quelque chose. Ce partenariat, il va jusqu'au bout, et aujourd'hui, il nous a conduit sur un accord cadre, donc un marché cadre jusqu'en 2029, et on déploie donc nos robots sur différents réservoirs hydroélectriques pour EDF, au moins jusqu'en 2029. On commence aussi à travailler avec la CNR, et donc on se rapproche plus de notre région, puisque on est actuellement aujourd'hui à Bourg-les-Valences en train de draguer des sédiments dans le Rhône, en les faisant traverser l'usine de Bourg-les-Valences dans le respect de la quantité sédimentaire. L'avenir, puisque maintenant qu'on a parlé de ces grands acteurs français, c'est d'arriver à aller faire la même chose un peu à l'export,
en premier dans le massif alpin. Et on répond en ce moment à des appels d'offres internationaux en Suisse et en Autriche, justement, pour poursuivre cette aventure. Donc il y a 2 robots en activité, je crois, il y en a, et puis il y en a un en fabrication. Le but, c'est d'en fabriquer un par an, je crois. C'est ça, vous allez monter en puissance progressivement. Le but, c'est d'en fabriquer le plus possible et on commencera à les fabriquer quand on aura signé les marchés qui les feront marcher. Donc le but aujourd'hui est d'acquérir en effet du marché, puis c'est en bonne voie. Pour montrer votre ancrage en région aussi, un projet d'implantation dans le Gard, je crois. Alors oui, en effet. Si vous pouvez en parler, peut-être ma question est trop précoce. On a toujours été transparent et on est toujours très transparent dans ce que l'on entreprend, y compris quand ça ne va pas jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est sur un projet d'acquisition en effet de foncier à Bouillargues dans le Gard, accompagné par l'Agence de développement économique de Nîmes pour implanter notre bureau d'études, notre R&D, un atelier de fabrication et de maintenance des robots et certainement demain une école aussi de formation pour les opérateurs et les mainteneurs de ces robots à l'export. Très bien. Et votre perspective à 3 à 5 ans, à vous deux, pour vos 2 sociétés, qu'est-ce que vous pouvez, pour qu'on se projette un peu dans l'avenir, la stratégie, les ambitions? Alors, il y a les ambitions, puis il y a la réalité de l'écosystème, du marché. Donc, nous, on a été vraiment pionniers sur ce sujet-là et on connaît une croissance exponentielle maintenant qui est vraiment satisfaisante pour avoir une équipe se développer, des salariés s'investir. Donc, nous, on est maintenant 15 avec 1,5 million de chiffre d'affaires. Et juste avant le confinement, on était 5 avec 450 000 de chiffre d'affaires. On est rejoint par des gens, j'allais dire des jeunes ou des moins jeunes, qui sont vraiment engagés. C'est vraiment très difficile, on est dans une période bizarre autour de la notion de travail, etc. Mais on veut des gens qui s'engagent, ce qui est le cas. On a, je pense, à peu près 80% des études en France sur le sujet. On est largement leader sur la question. Effectivement, les perspectives de développement sont fortes. La question, c'est comment on arrive à se développer. Parce qu'il ne suffit pas d'aligner le chiffre d'affaires et d'aligner les recrutements. Ça demande de l'organisation, de la structuration, des besoins financiers. On est des bébés 3M, on est des bébés Supagro, puisque la boîte a été créée à Supagro, ce qui me tenait à cœur. J'ai terminé mes études, moi, à Montpellier. Et bébé 3M, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est passé à travers les incubateurs, qui sont extrêmement précieux, et dans des réseaux effectivement d'entreprises et de recherche qui ont été extrêmement porteurs, on se retrouve un peu... alors on n'a pas besoin d'aide, et en même temps, si on en a, on n'est pas contre, d'un accélérateur de gens qui nous aident à nous structurer, à aller plus vite devant des enjeux, parce qu'on crée de l'emploi sur le territoire, c'est une satisfaction aussi. On crée beaucoup de partenariats avec la science, on met en avant aussi le savoir-faire de Montpellier, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Donc voilà, c'est un petit appel pour 2 choses. La première, du soutien pour du développement, et la deuxième aussi, parce que maintenant qu'on est sur le monde professionnel, qu'on a capé, qu'on peut expliquer aux collectivités, aux professionnels, etc. On veut toucher le grand public, on veut toucher des acteurs, on fait beaucoup de formations dans les écoles d'ingé et on cherche à développer un programme d'acculturation éducatif qui peut être financé, peut-être par des partenaires financiers, assurances, etc. pour toucher les écoles, les lycées, les collèges, les gens, les étudiants, je vois qu'il y en a pas mal dans la salle, pour qu'ils prennent la relève et qu'à un moment donné, ils aillent dans une ville où ils réclament la réutilisation d'eau et puis que ça fasse un effet d'entraînement comme ça. C'est un petit appel. Okay. Monsieur Gaillard, sur les perspectives dans 5 ans? Alors, malheureusement, les perspectives elles sont prometteuses parce que les barrages dans le monde, chaque année, perdent de la capacité malgré la construction de nouveaux barrages à cause de la sédimentation et que ce phénomène s'accélère avec le réchauffement climatique parce qu'en fait, l'accélération de la fonte des glaciers accélère l'activité sédimentaire dans les massifs. Donc, c'est malheureusement prometteur pour l'entreprise. Nos enjeux, c'est un peu les mêmes. Ça va être aussi du recrutement et puis aussi des gens qui portent ça parce que et on peut aussi envoyer des clins d'œil vers les exploitants de barrages, mais c'est pas de l'économie court terme, c'est de l'investissement aujourd'hui pour redonner de la longueur de vie à ce patrimoine extraordinaire qui est l'infrastructure pour l'hydroélectricité. En rappelant que l'hydroélectricité, c'est la première source, je crois, d'ENR au monde. Aujourd'hui, dans le mix énergétique mondial, c'est la première en historique et en volume, la première des sources d'énergie renouvelable au monde. Et en fait, il y a un indicateur, c'est le ROIE, c'est-à-dire le retour sur investissement en énergie, et qui classe comme ça toutes les énergies, toutes les sources d'énergie électrique. Et l'hydroélectricité est vraiment très au-dessus de toutes les autres sources d'énergie électrique selon cet indicateur-là. Le seul gap qui nuit à son renouvellement, c'est justement la sédimentation.
Et donc c'est le sujet auquel on s'adresse. Très bien. Un mot pour conclure, messieurs, un mot sur l'écosystème. Vous en avez déjà pas mal parlé, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un message, les gens qui vous accompagnent? Alors, c'est vrai, difficile à résumer. On est dans un écosystème. Moi, j'ai terminé mes études dans l'eau. Après, je suis dans l'industrie. Je suis revenu. Il y a effectivement, c'est incroyable la concentration de matières grises qu'il y a sur l'eau ici. Il y a une situation aussi méditerranéenne, vous le précisiez tout à l'heure, qui explique que ça vaut le coup de le faire. Il y a des entreprises autour. Maintenant, c'est pas forcément facile d'accéder, nous, en tant que PME, à des marchés, à des appels d'offres, que les appels d'offres avec des gens qui sont très en place ou très traditionnels ou très business as usual ont généralement plus d'atouts pour gagner ce genre de choses, parce qu'on n'aime pas l'innovation. Enfin, je veux dire, quand même, il ne faut pas se leurrer. Il y a quelque chose autour. L'innovation fait peur, c'est disruptif. Encore faut-il assumer le risque de proposer quelque chose d'innovant dans les cahiers des charges, etc. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup à l'amont sur les cahiers des charges. Donc il y a à la fois du plus, je dirais, et puis quand même quelque chose qui est de l'ordre du frein, quoi. C'est vrai que quand vous êtes dans une phase là où il vous manque peut-être une structure d'accompagnement dédiée. Non, en fait, il manque pas de structure. On est en France, on travaille sur les 10 métropoles, on a été les premiers à faire les choses, etc. Mais on le fait avec nos sous, quoi. On le fait avec nos ressources, on le fait en se retroussant les manches, je veux dire. Il n'y a pas de Small Business Act, quoi. Ça c'est un énorme problème. On devrait, quand on lance un appel d'offres, une consultation, dire ok, les PME sont aussi concurrentielles, parce qu'on est carrément concurrentiel et puis on est porteur de solutions d'avenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas embarquer les autres, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc l'écosystème, je dirais, est super positif. À Montpellier, c'est évident. Et en même temps, c'est vrai qu'on aimerait avoir des démonstrateurs sur tous les bâtiments publics de Montpellier. Ça nous ferait vraiment plaisir. Les choses changent énormément, mais c'est vrai qu'il y a une lenteur associée, je pense, à la gestion et à la gouvernance, quoi. Sur l'écosystème ? Nous, on est très reconnaissants de l'écosystème montpelliérain, globalement. De façon chronologique, moi, quand j'ai lancé l'entreprise en 2016, je me suis aussi engagé d'un MBA chez Montpellier Business School. Et ça m'a enrichi à la fois de choses techniques, mais aussi de valeurs fortes qui sont portées par cette école. On a été accompagné très tôt par le BIC de Montpellier, par des sociétés de conseil comme IDEA, par des business angels et notamment le réseau Méliès, qui ont cru dans notre histoire vraiment early stage, alors que c'était déjà un mur d'investissement à franchir pour faire les premiers prototypes, etc. Sophie Laro, donc le Crédit Agricole, qui nous a suivis dès les premières levées de fonds, donc en phase d'amorçage, et grâce à quoi on a pu garder la confiance d'EDF. Et puis aujourd'hui, même les family office qui sont revenus au capital Watertrack sont de la région, parce qu'il y a Soper avec Jean-Michel Germain et puis Captain Watt avec Jean-Marc Boucher. Et donc voilà, on est heureux de cet écosystème. J'oublie la région qui nous a subventionnés. Alors c'était pas pour faire du lèche, mais c'est la réalité. Voilà. Et il faut aussi savoir dire merci quand on en a l'occasion. Merci, messieurs. Benoît Gilman, une conclusion, une réaction à ce qui a été dit ? C'est une réaction forte. Hein. Je pense que les messages sont clairs. Il n'y a pas assez d'argent. C'est bizarre parce que dans le monde, il y a plein d'argent partout, en France et dans le monde, mais il est soit pas investi, soit pas au bon endroit. Donc si, mesdames et messieurs, la finance, je parle des fonds notamment, hein, je ne parle pas forcément de la banque classique, si vous vouliez bien investir sur des thématiques vitales, je dis bien vitales, et peut-être un peu moins sur des thématiques moins vitales, vous auriez des entreprises qui sont ultra crédibles, qui ont un modèle qui tient la route, qui permettent de délivrer une valeur ajoutée, qui vont amener une rentabilité, alors qui ne serait pas aussi magique que certaines techs, bien qu'en ce moment la tech, elle en prend un peu plein la figure, apparemment en bourse. Donc voilà, donc à un moment donné, ça peut être très bien. Je voudrais juste citer un exemple, encore une fois, je ne sais pas s'il y a des financiers. Le plus gros fonds mondial sur la thématique eau s'appelle Pictet Water. D'accord ? Il existe depuis 20 ans. Il est de l'ordre de 6 milliards d'euros. C'est vraiment un gros fonds. Et c'est une rentabilité assurée, permanente, etc., de 6% par an. Je défie qui que ce soit dans la salle, placer de l'argent à 6% par an, quoi qu'il arrive. Alors là, cette année, c'est un peu spécial parce que ça va être compliqué avec l'inflation. Mais voilà, donc si vous voulez, et là je ne parle pas pour moi en racontant cette histoire, ce n'est pas une histoire, c'est une vérité. Il y a plein d'entreprises qui ont besoin de financement et qui peuvent faire beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup, beaucoup plus vite pour amener des solutions vitales. Il est là le sujet. Donc vous voyez, quand on parle d'environnement durable,
le durable sans financement, c'est un peu compliqué, quoi. Et pourtant, j'imagine, on finira là-dessus, France Water Team, Alors, le cluster national auquel fait partie Aqua Valley, pousse, j'imagine, là-dessus. Mais on n'arrête pas, mais voilà, ça déclenche pas. Alors je pourrais vous expliquer pourquoi, mais je vais pas le faire. L'eau, ce n'est pas que la distribution. L'eau, ce n'est pas que Veolia et Suez. L'eau, ce n'est pas une négociation entre une collectivité et un grand groupe. Voilà. L'eau, c'est bien autre chose, qui n'a rien à voir avec des appels d'offres, qui a à voir avec de la techno, avec du savoir-faire, avec du bureau d'études, avec voilà, mise en œuvre de solutions, et de solutions sacrément vitales et pertinentes. On veut finir là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. On peut les applaudir. On va passer à présent au dernier grand débat de la journée, changement climatique, et demain, on va où, qui va être animé dans 2 ou 3 minutes. Là, ça va commencer par mon confrère Cyril Viguier, journaliste animateur sur TV5 Monde. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon week-end.